Voilà, donc maintenant, et puisqu'on a défini quelques notions qu'on aura besoin dans ce chapitre, allons découvrir la relation caractère-protéine. On vous propose pour ce but une maladie dite la drépanocytose. Donc, quelles sont ses caractéristiques et ses symptômes? Donc, la drépanocytose, ou bien autrement dit, l'anémie falciforme, est une maladie qui se caractérise par des hématies, c'est-à-dire globules rouges, mal formés, comme vous le constatez sur cette figure, qui ont une forme différente de la forme des hématies normales. Voilà. Donc revenons, l'anémie, donc vous avez bien sûr, donc lorsqu'on parle de l'anémie, c'est-à-dire la diminution de la quantité ou bien de la qualité des globules rouges falciformes. Ils visent l'aspect des globules rouges. Donc chez les individus atteints, ils ont donc des globules rouges sous forme de fossiles. Vous connaissez les fossiles, sont les instruments qui servent à couper l'herbe, ou bien sous forme d'un croissant. Voilà, donc c'est une maladie donc, qui se caractérise par des hématies qui sont déformées et se caractérise aussi par une hémoglobine qui est anormale. Sachant que l'hémoglobine, d'après bien sûr vos connaissances de troisième année collégiale, c'est une protéine présente dans les hématies. Elle transporte le dioxygène dans le sang. Vous savez que à l'intérieur des globules rouges, il y a la présence de cette protéine, l'hémoglobine, sauf que chez les individus sains, l'hémoglobine se trouve flexible, alors que chez les individus atteints, l'hémoglobine est dite fibreuse. Fibreuse, c'est-à-dire constituée des fibres rigides, ce qui déforme donc ces globules rouges sous cette forme. Voilà, donc on pose la question sur les symptômes de cette maladie. Donc pour répondre à cette question, je vous propose notre figure. Voilà, regardons bien là. Donc vous avez donc les globules rouges déformés chez les individus malades en comparaison avec les globules rouges pendant une circulation sanguine chez les individus non malades, c'est-à-dire sains. Donc comme vous le constatez sur cette figure, donc ces globules-là ou bien ces hématies, ils bloquent la circulation, d'où l'apparition d'un ensemble donc, des maladies. Donc l'exemple de l'anémie, donc déjà l'anémie, c'est-à-dire la diminution de la quantité des globules rouges, même la qualité des globules rouges, voilà, donc ce qui cause cette maladie dite anémie. Donc vous avez aussi l'apparition d'autres symptômes, l'exemple de palpitation. Palpitation, c'est-à-dire battement du cœur plus fort et plus rapide. Donc il y a l'apparition aussi d'essoufflement, c'est-à-dire respiration courte à fréquence élevée. Et bien sûr, c'est une respiration qui est gênante. Voilà, donc maintenant on pose la question sur donc, le responsable de l'apparition de cette maladie. Voilà, donc avant de passer donc, à découvrir le responsable, je vous présente une figure qui montre l'hémoglobine. Voilà, donc la structure moléculaire de l'hémoglobine. Elle est constituée, regardons bien, de 4 chaînes. Donc 2 chaînes dites chaînes bêta et 2 autres chaînes dites chaînes alpha. Voilà, donc passons maintenant pour découvrir le responsable de la maladie drépanocytaire. On a proposé cette expérience, donc l'hydrolyse enzymatique des chaînes d'hémoglobine, HbA et HbS. L'HbA, c'est-à-dire chez les sujets normaux, alors que HbS chez les sujets anormaux, c'est-à-dire les sujets qui sont malades. Donc l'hydrolyse enzymatique aboutit bien sûr de l'hémoglobine chez ces deux individus, aboutit à des peptides de taille moléculaire réduite. C'est-à-dire que l'hydrolyse enzymatique, elle dégrade et décompose les chaînes d'hémoglobine, ce qui donne donc des séquences peptidiques de taille moléculaire réduite. La séparation des fragments obtenus montre
que l'HPA, c'est-à-dire chez les individus normaux, ne diffère de HPS chez l'individu sain que par un petit peptide d'huile acide aminé correspondant au début de la séquence peptidique de la chaîne bêta. Voilà donc enfin donc les deux séquences sont présentées par cette figure. Vous avez la séquence peptidique qui est constituée d'un ensemble des acides aminés chez un individu normal et chez un individu qui est atteint, c'est-à-dire anormal. Il vous pose des questions. Comparez les séquences des acides aminés chez les personnes normales et les personnes atteintes de la maladie. Comment expliqueriez-vous ce que vous observez? Deuxièmement, précisez la relation entre caractère et protéines. Donc, je vous laisse quelques instants pour bien donc répondre à ces deux questions et puis donc je reviens pour la correction. Voilà, passons à la correction. Déjà, cette situation nous présente deux phénotypes, un phénotype normal et un autre anormal. L'hydrolyse enzymatique des deux protéines d'hémoglobine a donné ces deux séquences peptidiques. Déjà, lorsqu'on parle d'une séquence peptidique, c'est une séquence qui est formée d'une substitution des acides aminés. Pour répondre à la première question, donc on doit comparer ces deux séquences chez la personne normale et la personne malade. Voilà, commençons par le premier acide aminé. Donc vous avez valine chez donc, le sujet normal, valine chez le sujet atteint. Histidine, leucine, thréonine, proline, glutamate, valine, glutamate. Voilà, donc comme vous le remarquez, donc il y a une différence entre ces deux acides aminés, c'est-à-dire au lieu d'avoir glutamate chez cette personne-là malade, il y a bien sûr l'apparition de valine. D'où bien sûr le responsable de l'apparition de cette maladie de la drépanocytose. C'est-à-dire la présence donc, de la glutamate normale donc, a donné une hémoglobine donc, qui est flexible, qui assure sa fonction, qui est le transport de dioxygène. Alors que le changement de cet acide aminé par autre, qui est le valine, a changé toute la protéine, a changé même la fonction de la protéine, c'est-à-dire il a donné une protéine fibreuse, rigide, non fonctionnelle. D'où l'apparition bien sûr de cette maladie de drépanocytose. Donc je peux dire que toute modification donc d'un acide aminé ou bien d'un nombre d'acides aminés, il induit donc la modification de toute la protéine et la modification de cette dernière, bien sûr, elle change l'expression du caractère ou bien du phénotype, d'où la relation entre caractère et protéine. Voilà, donc le traitement de ces deux questions nous amène au bilan suivant. Un caractère peut se manifester par divers phénotypes. Chaque phénotype correspondant à un caractère lié à une protéine donnée. Toute modification de la substitution du nombre et de type d'acides aminés composant la protéine a pour conséquence la modification du phénotype du caractère étudié, ce qui témoigne l'existence d'une relation caractère-protéine.